tête-à-tête, Félix Tshisekedi et le président de la transition du Gabon, Oligui Nguema à Kinshasa, le nouveau homme fort gabonais a gagné la capitale congolaise ce mercredi pour un court séjour, un déplacement qui rentre dans le cadre de sa tournée dans la sous-région d'Afrique centrale entamée après sa prise du pouvoir. Et puis au-delà de nos frontières, alors que l'Ouganda est le deuxième consommateur et producteur de bananes au monde, la culture offre une nouvelle opportunité économique. Le pays développe actuellement une filière de transformation des tiges des bananes en fibres pour des produits textiles. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, c'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Bonsoir et bienvenue. Le général Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, était en tête-à-tête ce mercredi avec le président congolais Félix Tshisekedi après avoir atterri à Kinshasa à midi. Le court séjour de ce chef d'État rentre dans le cadre d'une tournée dont la RDC est la 5e étape, une tournée consistant à sensibiliser la sous-région de l'Afrique centrale sur les avancées du Gabon après le récent coup d'État qui a poussé Ali Bongo à la porte, un changement de régime ayant conduit la CEAC à suspendre l'État gabonais de ses activités dans la communauté. À l'aéroport international de Ndjili, le président gabonais était reçu par plusieurs officiels congolais, notamment le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula. Dans sa tenue militaire, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, a été accueilli au palais présidentiel par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour lui, il est important de rencontrer les anciens. Parlant des anciens, Félix Tshisekedi est le 5e qu'il a rencontré dans le cadre d'une tournée diplomatique que le général Oligui Nguema a entreprise depuis quelques jours dans l'espace CEAC. Une tournée qui consiste à sensibiliser la sous-région sur les avancées significatives du Gabon après le changement de régime intervenu le 30 août dernier et qui a porté le général Oligui au pouvoir, mettant ainsi fin aux 50 ans de règne de la famille Bongo. Il a été en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, à la République centrafricaine, mais aussi au Tchad. Après ce coup d'État qui a mis l'ancien président Ali Bongo à la porte, la participation du Gabon à la CEAC a été suspendue. La présidence de la sous-région que le pays détenait a été attribuée à la Guinée équatoriale. Puis dans l'actualité, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont rejeté la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. C'était lors d'une séance plénière organisée ce mercredi 11 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur les 5 signataires de la motion, 2 ont renié leur signature, évoquant le faux et usage de faux. Lors du vote, plusieurs députés provinciaux ont opté pour le maintien du gouverneur. Patience Lokek. Accusé de mégestion et surendettement de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été visé par une motion de défiance, laquelle vient d'être rejetée par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa dans une plénière organisée ce mercredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Conformément au règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il faut au moins un minimum de 5 personnes signataires de la motion avant son examen. Lors de cette séance, 2 députés ont contesté cette motion, disant qu'ils ne l'ont jamais signée et qu'il s'agit de faux et usage de faux. Une grande majorité a été favorable au maintien du gouverneur, d'où le rejet de la motion. Sur cette question d'endettement, le ministre provincial de Finances, Félicien Koulouta, cité par la source, a rejeté les allégations du président de l'Assemblée provinciale, Godem Poyi, selon lequel la ville aurait contracté une dette de plus de 150 millions de dollars auprès de tierces et la dette de la dite ville ne dépasse pas 5 millions de dollars. Il a par ailleurs précisé que la plupart de ces dettes a été contractée par l'ancienne administration de la ville. Pour rappel, la motion initiée contre Jean-Tini Ngobila a été initiée lors de la plénière du samedi dernier.
La situation économique internationale avec ses implications à l'interne a fait l'objet des discussions lors de la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi 11 octobre 2023 autour du Premier ministre Sama Lukonde. Il y a eu plusieurs membres du gouvernement, mais aussi la gouverneure de la Banque centrale, la ministre du Plan, a fait le point de cette rencontre. Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Et nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon même un rapport d'Aconsel, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix du baril de pétrole. Et donc, ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi qu'au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà, en règle générale, ce sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion d'aujourd'hui. Les questions liées au processus électoral en cours en RDC et la situation humanitaire dans le pays ont été au cœur des discussions entre le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation de l'USAID accompagnée de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. C'était dans une audience que le chef du gouvernement a accordée à ses hôtes ce mercredi 11 octobre à Kinshasa. Madame Mondo Mouyangwa est assistante et administratrice du bureau Afrique de l'USAID. Elle s'est exprimée en ces termes. Suivez. Sure, no, thank you so much. Merci beaucoup. Ambassador Tamlin and I. L'ambassadeur Tamlin et moi-même, en tant que l'administrateur assistant de l'USAID, venons d'avoir une réunion très productive avec le Premier ministre. D'abord en rapport avec le partenariat très fort qui existe entre les États-Unis, mais aussi la RDC. Nous avons aussi parlé des questions essentielles, des questions en rapport avec la tenue d'élections libres, transparentes et paisibles, qui vont permettre à la population de la RDC de pouvoir exprimer leurs aspirations pour l'avenir. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la situation humanitaire dans la partie est de la RDC. Et le fait que les États-Unis constituent le bailleur bilatéral le plus important, qui est en train de fournir un appui qui sauve des vies humaines, des vies de plusieurs millions de personnes dans la partie est de la RDC. Et les mesures que nous sommes appelés à prendre ensemble pour que ces gens-là aient un tout petit peu de dignité. C'est bien que ça a été une grande opportunité pour nous de parler de ces élections importantes pour la RDC. Ces élections ne sont pas importantes uniquement pour la RDC, mais aussi pour le reste du continent africain. Ce sont là les points majeurs qui ont constitué la base de nos discussions. Le plus important, c'est la valeur que nous mettons autour de notre partenariat. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons eu des échanges ouverts et francs de la manière où nous, en tant que partenaires, nous pouvons continuer à consolider notre collaboration et notre partenariat. Parfois, cela implique discuter sur des questions qui sont difficiles à aborder, mais qui valent la peine. C'était une réunion positive, très ouverte et très productive. Merci. So, thank you. Dans un tout autre chapitre, la RDC est bel et bien présente au Forum économique Canada-Afrique sur les investissements en Afrique. Le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, conduit la délégation congolaise à ce forum économique qui se tient à Toronto du 10 au 12 octobre. À ses côtés, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. En marge du Forum économique Canada-Afrique dénommé Accelerating Africa 2023, qui s'est ouvert hier mardi 10 octobre, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, a eu une séance de travail en bilatéral avec Madame Marie Ng, ministre canadien de la promotion des exportations
du commerce international et du développement économique. Cette rencontre particulière a été sollicitée par le gouvernement canadien qui a exprimé à travers Mme Marie Ng le souhait de s'enquérir particulièrement des besoins réels de la République démocratique du Congo face au challenge du développement économique et suivant l'esprit et la lettre du Forum économique Canada-Afrique, édition 2023. Il faut rappeler que le thème général de cette édition est Accelerating Canada-Africa, Trade and Investment, People, Partnership and Policy. Le monde célèbre le 11 octobre de chaque année la journée internationale de la jeune fille. Depuis 2012, cette journée est consacrée à la sensibilisation sur leurs droits et les défis uniques auxquels les jeunes filles sont confrontées. Les jeunes filles d'aujourd'hui font face à l'Internet, Facebook, TikTok, Snapchat et autres réseaux sociaux qui influencent négativement leur comportement et de surcroît leur éducation. Qu'en pensent les Quinoises et Quinois? Réponse avec Francine Moukeba et Giscard Ntamba. Moi, je pense qu'il y a ces jeunes filles-là, d'autres ne sont pas passées par l'école. Parce que s'il y avait d'autres filles qui étaient passées à l'école, elles devaient avoir au moins la bonne éducation. Et puis il y a d'autres, les parents ont abandonné, donc elles ont reçu l'éducation de la rue et tout. Donc elles n'ont pas vraiment cette bonne éducation. Mais rien n'est trop tard. On peut toujours les encadrer et puis leur montrer la bonne voie à suivre. Bon, je peux dire la technologie. La technologie influence parce qu'il y a d'autres personnes qui s'en servent de bonne manière, de bonne façon, mais d'autres aussi qui s'en abusent. Donc c'est toujours question de la conscience. La jeune fille doit comprendre qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est le changement pour le développement de notre pays. C'est vrai que c'est difficile parce que ça devient un domaine beaucoup plus contrôlable. Mais il est encore possible de repêcher cette situation. La première des choses, nous devons contrôler les téléphones des enfants, l'accès à Internet, l'accès aux différents réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils consultent, les sujets. Nous devons avoir beaucoup plus de rigueur. De l'autre côté, nous devons travailler en synergie avec les associations, avec les organisations diverses pour pouvoir corriger un peu ces erreurs-là. Il est vrai que la technologie nous amène dans un monde qui est devenu, le monde planétaire qui est devenu comme un village, mais il y a aussi des méfaits par rapport à ça. Par exemple, les devoirs des enfants, quand il faut les corriger, surtout pour la jeune fille, vous voyez, ces dépravations de mœurs sont dues à un manque d'encadrement. Et pour repêcher cela, nous devons d'abord commencer à revoir l'éducation de nos jeunes filles, surtout cela, tel que nous voyons sur les réseaux sociaux, le Facebook, le TikTok et bien d'autres. Il y a le Yatou, le YouTube qui diffusent des choses des fois que les parents n'ont même plus le courage de suivre des fois certaines images avec leurs enfants. Donc il est temps à ce que nous puissions essayer de revoir cela avant que ça puisse être tard. Les déplacés du territoire de Kwamouth étaient dans les rues de la ville de Bandundu hier mardi 10 octobre pour réclamer leur retour à leur terre qu'ils ont abandonnée. Ils ont marché pour exprimer leur mécontentement aux autorités sur les mauvaises conditions de vie dans les camps où ils ont été envoyés. Damani Mujinga. C'est depuis une année que les violents conflits opposant les communautés Teke et Yaka ont poussé plusieurs personnes à abandonner le territoire de Kwamouth pour se réfugier dans d'autres régions de la RDC. Ceux envoyés dans les camps de la ville de Bandundu ont manifesté contre les conditions précaires dans lesquelles ils vivent depuis leur arrivée. Cette marche est partie du centre collectif du marché central du chef-lieu du Kwilu à l'Assemblée provinciale. C'est à leur point de chute qu'ils ont remis un mémorandum au directeur administratif dans lesquels ils déplorent la non-assistance des gouvernements provinciaux du Kwilu, Maïndombe et Central, notamment sur la prise en charge sanitaire et alimentaire ainsi la non-scolarisation de leurs enfants. Ces derniers ont exprimé aussi leurs besoins en moyens afin de quitter le site d'accueil et de retourner dans leur village d'origine, car ce n'est pas la première fois pour eux de décrier les conditions dans lesquelles ils ont été mis. Actuellement, on compte 69 décès dans les camps des déplacés de Kwamouth dans la ville de Bandundu. La situation humanitaire est pire à Kikwit, où certains déplacés sont renvoyés dans des familles d'accueil, faute des moyens de prise en charge. On va parler maintenant sport dans ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo
séjourne depuis le lundi 9 octobre dernier dans la ville de Murcie, en Espagne, pour le compte de la trêve internationale du mois d'octobre, où la RDC jouera ce vendredi 13 octobre face à la Nouvelle-Zélande et le 17 octobre face à l'Angola, à Lisbonne, au Portugal. De 26 joueurs convoqués, 2 manquent à l'appel. Il s'agit de Fiston Kalala Mayele et Siadi Badjo, bloqués à Kinshasa pour le problème d'obtention de visa. Les détails avec Blaise Kouzola. Les léopards de la République démocratique du Congo séjournent depuis le lundi 9 octobre à Murcie, en Espagne, sans leur portier Siadi Badjo et l'avant-centre Fiston Mayele. Selon les sources proches de la FECOFA, ces 2 joueurs ainsi que quelques membres du staff technique de l'équipe nationale, à la personne de Pamphile Miayo et Robert Kidiaba, attendent encore leur visa de l'Espagne à Kinshasa. Le même source rapporte que 24 joueurs sur les 26 convoqués prennent déjà part à ces stages espagnols. Le poulain du sélectionneur des Sabres prépare la rencontre contre le All Whites de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre à Murcie et contre le Palancas Negras d'Angola le 17 du même mois à Lisbonne au Portugal. Les joueurs ont assisté à 3 séances d'entraînement mardi et mercredi sous la coordination du technicien français Sébastien Desabre. Ci-dessous, la liste de joueurs présents à Murcie. Gardien de but, Lionel Pensy, Dimitri Berthaud. Défenseur, Chancel Mbemba, Dylan Batubisika, Rocky Bouchiri, Enoch Inonga, Gédéon Kaloulou, Brian Bayeye, Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Milieu de terrain, Aaron Chibola, Charles Piquel, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Silas Katompa, Meshak Elia, Théo Bongonda, Jonathan Okita, Grady Diangana, William Balikwisha. Attaquant, Jackson Mouleka, Sodik Bakambu, Ben Balango et Simon Banza. Aux dernières nouvelles, le problème de visa a été résolu pour les 2 joueurs, Siadi Badjo et Fiston Kalala Mayele, mais 2 membres du staff sont encore ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, maintenant on va faire place à la page internationale. L'Ouganda est le 2e producteur et consommateur de bananes au monde, avec une production annuelle d'environ 10 millions de tonnes. Plus de 75% de la production ougandaise dépendent de la population ougandaise dépendent de la banane comme aliment de base et elle contribue à 28% au produit intérieur brut du pays. Les déchets de banane deviennent une opportunité économique vitale en Ouganda qui développe de nouvelles industries et technologies pour transformer les produits textiles et artisanaux durables. En Ouganda, le banane contribue à la production d'importants déchets après la récolte et la transformation de tonnes finissant dans les décharges. À chaque saison de récolte, les tiges de banane sont jetées, ce qui pose des problèmes environnementaux pour les cultivateurs de bananes. Pour améliorer ces processus, les petits producteurs de bananes ougandais se sont associés au secteur local de l'ingénierie non formelle pour développer une machine à extraire facilitant le traitement de fibres de banane. Acheter des tiges de banane dans une entreprise qui transforme le fibre en objets artisanaux biodégradables, c'est une idée que développent ces pays d'Afrique de l'Est. La production de bananes a augmenté au fil des ans, passant de 6,5 tonnes métriques en 2018 à 8,3 tonnes métriques en 2019, selon le chiffre du Bureau des statistiques de l'Ouganda. En effet, les cultivateurs bénéficient des revenus accrus grâce au recyclage de leurs déchets des bananes et produisent plus de 30 000 pieds carrés de tapis chaque année. Les artisans locaux testent des moyens de transformer la fibre de banane en extension capillaire biodégradable et en textile semblable au coton approprié pour l'habillement et l'industrie de la mode. L'industrie nationale de la fibre de banane aspire à augmenter la production de produits respectueux de l'environnement en mécanisant une partie des processus de production tout en conservant plus de 60% des processus manuels. L'Ouganda envisage d'être un centre d'excellence pour la production de produits durables et respectueux de l'environnement en Afrique tout en adoptant une approche d'économie circulaire.
d'un pays à l'autre. Avec l'augmentation du taux d'inflation à 25% en août 2023, les syndicats de l'État de zone réclament de leur gouvernement la mise en œuvre du salaire minimum de 35 000 naira récemment annoncé par le gouvernement fédéral. L'administration dirigée par Bola Tinubu dans le but d'éviter une grève imminente au Congrès des travailleurs du Nigeria, annoncé mi-juillet plusieurs paquets palliatifs pour les travailleurs qui tardent à être exécutés. Les syndicats de l'État de Sun, dans le sud-ouest du Nigeria, menacent à nouveau le gouvernement fédéral de faire des manifestations si le nouveau salaire minimum fixé à 35 000 naira n'est pas exécuté dans les jours à venir. En effet, selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, le taux d'inflation annuel du Nigeria a grimpé de 25,8% en août 2023 contre 24,8% en juillet, soit le taux le plus élevé depuis septembre 2005. Cette augmentation reflète l'impact de la suppression des subventions au carburant, la dévaluation du taux de change officiel et les problèmes de sécurité dans les régions productrices de denrées alimentaires. La monnaie locale, le naira, a également chuté de manière significative par rapport au dollar américain et s'échange en moyenne à 1000 naira pour $1, entraînant une augmentation du coût des importations. Nous travaillons avec l'Union des travailleurs pour élaborer un nouveau salaire minimum national pour les travailleurs. Je tiens à dire à tous les travailleurs que la révision de leur salaire est imminente. Le salaire minimum dans le pays le plus peuplé d'Afrique était de 18 000 naira par mois pour les salariés du public comme du privé en 2011 sous la présidence de Jonathan Goodluck. En 2019, le gouvernement de Muhammadu Buhari avait accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après des mois de bras de fer avec les syndicats de travailleurs, plusieurs manifestations et des menaces de grève. Il y a un certain seuil à l'injection d'argent dans le système. Plus l'inflation augmente, plus le taux de change se déprécie. Et plus le taux se déprécie, plus vous ferez pression sur l'injection d'argent. Le Conseil d'État en est pleinement conscient et pourtant il joue avec le feu. Dans les réformes observées depuis des années, le président Tinubu a supprimé une subvention populaire mais coûteuse à l'essence, ce qui a fait tripler les prix et mis fin aux restrictions sur le commerce d'échange qui ont affaibli le naira de plus de 40%. Il est temps de vous informer avec la revue de presse. La revue de presse sur ce plateau, c'est avec Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Fiston Oleko, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. On va commencer avec ce sujet. Le président de la transition du Gabon est en visite à Kinshasa. Voilà, c'est à lire notamment sur dépêche.cd. Le site écrit, après une poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une entrevue en tête-à-tête dans un des salons privés. En saluant le président Tshisekedi, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon a déclaré, je cite, qu'il est important de rencontrer les anciens. Fin de citation. Le site poursuit. Kinshasa est la 5e étape d'une tournée diplomatique que le général Oligui Nguema a entreprise depuis quelques jours dans l'espace de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Sur le même sujet, 7 sur 7, le site 7 sur 7 poursuit et dit « Cette première visite du général Nguema en RDC s'inscrit dans le cadre de sa tournée diplomatique dans la sous-région de la communauté économique d'Afrique centrale. Il entend sensibiliser ses homologues afin que son pays réintègre cette organisation dont il est suspendu depuis le 30 août dernier. » Et puis Patrick Ilunga, affaire meurtre de Chérubin Okende, son garde des corps est transféré ou vient d'être transféré à la prison centrale de Makala. C'est à lire notamment sur actualité.cd. Le site écrit Nico Kabound, garde du corps de Chérubin Okende, est actuellement mis en détention à la prison de Makala. À en croire son avocat, le fait qu'il avait laissé son arme dans la voiture le dernier jour où était monté Okende avant sa mort
est l'une des raisons qui ont motivé le parquet à le mettre en détention. Et le site de poursuivre. Plus de 3 mois après, les résultats de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien porte-parole du parti de Moïse Katumbi ne sont toujours pas rendus publics et sa famille se plaint de la lenteur de ces enquêtes. Et le site de continuer, Papi Kanga, le chauffeur du regretté Chérubin Okende, a été lui libéré le mardi 3 octobre dernier après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Cette mesure a été prise par le parquet près le tribunal de grande instance de la Gombe. Cependant, Nico Kabund, le garde du corps, a vu son détention prolongée de 15 jours par décision de la chambre de conseil. Et puis Patrick Ulunga, au Nord Kivu, les combats s'intensifient entre le M23 et les groupes d'autodéfense. Voilà, c'est RFI, le site qui écrit. Depuis le 1er octobre, les affrontements se sont intensifiés dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, opposant le M23 et les groupes pro-gouvernementaux Wazalendo. Les combats se sont en particulier concentrés dans le territoire de Masisi, notamment dans la zone de santé de Mweso, ainsi que dans le territoire de Rutshuru. Et le sud de poursuivre, ces groupes dits d'autodéfense ont conquis d'autres villages au cours des derniers jours. Jusqu'à hier, ces groupes combattaient sur plusieurs fronts. Les affrontements se sont particulièrement concentrés sur l'axe Burungu-Kilorirwe et Kichanga-Mweso dans le territoire de Masisi, selon Ocha. D'autres combats se sont déroulés sur l'axe Mabenga-Kiwanja, Ishasha Kiwanja et Rugarama Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans le nord Kivu, fiston Oleko. Merci beaucoup Patrick Ilunga d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Tête à tête, Félix Tshisekedi et le président de la transition du Gabon, Oligui Nguema, à Kinshasa. Le nouveau homme fort gabonais a gagné la capitale congolaise ce mercredi pour un court séjour. Un déplacement qui rentre dans les cadres de sa tournée dans la sous-région d'Afrique centrale, entamée après sa prise de pouvoir. Et puis, alors que l'Ouganda est le deuxième consommateur et producteur de bananes au monde, la culture offre une nouvelle opportunité économique. Le pays développe actuellement une filière de transformation des tiges de bananes en fibres pour des produits textiles. C'est la fin totale de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes des Géopolis Télévision.